Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. On poursuit notre réflexion sur le 30 janvier 1933 en Allemagne, le jour de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, avec un second épisode consacré à l'élan autoritaire. Au cœur de l'histoire. Nous sommes tous que Bolsonaro déteste. C'est un fasciste qui veut en finir avec les Noirs, les Indiens, les femmes doivent gagner moins que les hommes. C'est un moment difficile pour le Brésil. J'ai 48 ans et je n'ai jamais vu ça. On se rapproche d'un retour à la dictature. C'est un nouvel Hitler qui est en train d'émerger au Brésil et tout cela n'est pas une plaisanterie. L'actualité nous y ramène souvent, mais sommes-nous vraiment face au même profil que dans les années 30 ? Les populistes ou les autoritaires ont-ils vraiment tant de points communs que cela avec les dirigeants des partis fascistes ou nationaux-socialistes ? On va le voir en revenant sur le 30 janvier 1933, le jour de l'accession d'Hitler au pouvoir. Dans un premier épisode, on a vu comment la droite conservatrice, la droite nationaliste, soutenue par les puissances industrielles et financières, a poussé à mettre en place une coalition sous l'égide du Parti national-socialiste, c'est-à-dire du parti d'Adolf Hitler. Dans ce second épisode, on va voir comment, dès le 30 janvier 1933 et dans les jours qui suivent, se mettent en place des éléments qui disent déjà la montée en puissance d'une dictature et surtout une volonté de mettre en place un régime autoritaire. Donc, on continue notre réflexion sur le 30 janvier et ses suites, ces quelques jours qui ont complètement modifié notre manière de voir et de faire de la politique. Retour au cœur de l'histoire. Nous sommes le 30 janvier 1933 à Berlin et nous retrouvons Stefanie Landais. Stefanie Landais, c'est une jeune journaliste, elle a 31 ans et elle est la correspondante du journal Le Matin dans la capitale allemande. Et elle entend à la radio un message donné par Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, c'est le dirigeant du Parti national-socialiste pour Berlin, un des principaux collaborateurs d'Adolf Hitler, et il annonce qu'à partir de 19h, il y aura dans les rues une retraite au flambeau. La journaliste décide d'aller voir, elle raconte. Rassemblement à Grosser-Stern. Je suis dans une rue du centre. Avant de voir arriver les nazis, on entend au loin le martèlement de centaines de bottes sur le pavé. Puis les premiers accents de chants de combat que nous connaissons. Enfin, nous les apercevons. Ils marchent par rangs de 10, occupant toute la largeur de la rue. Les hommes du premier rang portent l'uniforme des sections d'assaut hitlériennes, culottes de cheval, bottes noires, chemises brunes, ceinturons, baudriers, casquettes à jugulaire. Au bras gauche, le brassard du parti, rouge avec une croix gammée noire au milieu d'un cercle blanc. Derrière les hommes en uniforme, défilent d'autres personnages, plusieurs centaines de civils. Certains représentent les ouvriers en bleu de travail, d'autres sont visiblement des employés avec des costumes de ville. La plupart ont revêtu de chauds manteaux car en janvier à Berlin, il fait froid. Et ils essayent de marcher au pas de loi avec leurs manteaux qui entravent leur mouvement. Ce défilé bigarré circule dans le centre de Berlin. Il s'est concentré à partir de la Siegesallee dans le Tiergarten, vous savez, ce grand parc qu'il y a au centre de la ville, presque une forêt. Ensuite, il passe à travers la porte de Brandebourg, suit Unter den Linden, cette grande avenue qui ressemble aux Champs-Élysées, et puis tourne vers la Wilhelmstrasse, vers le quartier de la Chancellerie et des ministères. Stefanie Landais s'est faufilée dans la foule et elle a pu suivre les différents militants qui circulent. Combien sont là ? Environ 25 000 en uniforme. Mais les chiffres varient. Certains, comme Goebbels, annoncent qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont venues défiler pendant la manifestation. Goebbels écrira ce chiffre dans son journal, mais on peut penser qu'il l'a volontairement grossi. D'autres, au contraire, disent qu'il y avait quelques dizaines de milliers d'hommes présents dans la capitale. D'autres, enfin, qu'ils étaient à peine 15 000. Évidemment, les chiffres varient suivant le degré d'adhésion que l'on a au nouveau pouvoir qui se met en place. Et Goebbels ne peut s'empêcher de commenter avec exaltation ce défilé dans son journal. Les flambeaux arrivent. Cela commence à 7h. Interminable. Jusqu'à 10h au Kaiserhof. Puis à la Chancellerie. Jusqu'à minuit. Interminable. 1 million de personnes est en marche. Le vieux assiste au défilé. Dans la maison voisine, Hitler.
Départ, explosion spontanée du peuple, indescriptible. Toujours de nouvelles masses d'arrivants. Hitler est parti, son peuple l'accompagne de ses acclamations. Le vieux, dont parle Goebbels dans son texte, n'est autre que Paul von Hindenburg, le président de la République de Weimar, déjà dépassé par Adolf Hitler, qui est le chef de cette marée humaine qui circule dans Berlin. Les hommes en uniforme, ce sont des SA. Ils appartiennent aux sections d'assaut, les Sturmabteilung, qui ont été créées au sein du Parti national-socialiste en 1921 pour, en quelque sorte, tenir lieu de service d'ordre et être capables de donner une réponse armée aux milices communistes qui s'agitaient déjà en Bavière et dans l'ensemble de l'Allemagne. Dans les films d'actualité de l'époque, les SA donnent l'illusion de l'ordre, alors qu'en réalité, ils font régner une sorte de terreur dans les rues. À partir de 1930, ils ont été repris en main par un ancien du parti, le capitaine Ernst Röhm, qui avait un temps servi en Bolivie et qui a décidé de faire de la SA une milice parfaitement organisée et disciplinée. Ce sont des professionnels de l'agitation politique. Voici d'ailleurs comment un témoin de cette époque raconte leur action. Je travaille à Berlin comme comptable. Mon nom est Hildekor. J'ai 28 ans. Je suis né à Dresde, dans une famille protestante. L'après-midi du 30 janvier 1933, j'étais allé au cinéma. En sortant de la salle, je tombais sur un vendeur de journaux. « Hitler, chancelier du Reich !» C'était le titre écrit en gros. J'étais tellement choquée que j'avais du mal à marcher. À la maison, ma mère avait allumé la radio. Une voix très forte sortait du poste. Goebbels déclarait que le peuple allemand s'était réveillé. En arrivant, mon mari me rapporta ce qui se tramait en ville. Toute la SA avait été rameutée pour la retraite au flambeau, qui devait avoir lieu jusqu'à la chancellerie. Nous nous couchâmes inquiets ce soir-là. Que nous réservait l'avenir ? L'inquiétude ne concerne évidemment pas tous les Allemands. Certains, proches du Parti national-socialiste, au contraire se réjouissent de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. C'est le cas, par exemple, de Louise Solmitz, une institutrice de Hambourg, qui, quand elle apprend la nouvelle, ne peut cacher sa joie. Hitler est chancelier du Reich. Et quel cabinet ? Un cabinet tel que nous n'osions pas en rêver en juillet. Hitler, Hugenberg, Selt, Papen. Une bonne partie de mes espoirs allemands s'attachent à chacun d'eux. L'allant national-socialiste, la raison nationale allemande, le Stahlhelm apolitique et Papen que nous n'avons pas oublié. C'est tellement merveilleux que c'en est inimaginable. Hindenburg a fait des prouesses. On serait tenté de donner un profil sociologique des soutiens d'Adolf Hitler. Mais il n'en est rien. Il n'y a pas d'un côté l'Allemagne capitaliste opposée à l'Allemagne prolétaire. Il y a en fait une vaste classe moyenne qui s'est divisée en fonction de ses adhésions idéologiques, en fonction de ses croyances politiques. Et on voit déjà qu'une partie de ceux qui pourraient être des adversaires potentiels du régime ont le sentiment qu'Hitler n'est un peu qu'un jouet dans les mains de grands dirigeants. Tenez, un des jeunes étudiants qui, à cette époque, regarde la vie politique de son pays s'appelle Sebastian Haffner. Haffner décrit que pour lui, il n'y a pas de motif d'inquiétude, sauf peut-être si la vie politique continue sa dérive vers la brutalité. Non. Tout bien considéré, ce gouvernement n'était pas un motif d'inquiétude. La seule chose qui comptait, c'était ce qui viendrait ensuite, et peut-être la peur qui ne déboucha sur la guerre civile. La tonalité de la presse conservatrice va ainsi. Pour elle, on est en train de vivre une sorte de parenthèse Hitler. Bientôt, ce personnage haut en couleur sera repris en main par les gens qui font de la politique sérieusement et on aura ce gouvernement stable que tout le monde attend et espère. En somme, chacun croit que von Papen est plus malin que Hitler. Pourtant, dès le 31 janvier 1933, le visage de Berlin a changé. En quelques heures, c'est comme si les hommes de la SA avaient obtenu un blanc-seing pour circuler dans la ville. De fait, le nouveau ministre de l'Intérieur de Prusse est le président du Reichstag, Hermann Göring.
il pousse ses hommes à jouer les auxiliaires de police, manière de réguler la politique à partir de la rue. La République de Weimar est ainsi faite qu'elle donne une autorité particulière au ministre de l'Intérieur des différents Länder. Et donc, la Prusse va devenir, comme la Bavière, un modèle de la domination nationale-socialiste. Le 31 janvier, c'est comme si le Berlin des années 20, celui des cabarets, celui qui était si ouvert à l'homosexualité, qui était celui du bon temps, des chanteurs, des chansons, des détentes, des loisirs, c'est comme si ce Berlin-là cédait la place à un autre, beaucoup plus en ordre, choisissant en quelque sorte de marcher au pas et en uniforme. Quelques heures plus tard, le 31 janvier, toujours le soir, Paul von Hindenburg reçoit de nouveau Hitler, accompagné par von Papen et Otto Meissner. La discussion est relativement rapide et le vieux président se laisse persuader qu'il va falloir faire une dissolution rapide du Reichstag. C'est un pas décisif que Hitler vient d'accomplir. En faisant une dissolution, il se donne la possibilité d'avoir une coalition électorale qui puisse avoir de meilleurs résultats et donc baisser le score des partis communistes et des partis socialistes qui forment l'opposition. Dans la matinée du 1er février, il fait savoir aux membres de son cabinet la décision d'Hindenburg et dit que les élections ont été fixées au 5 mars. C'est le 1er février au soir qu'Hitler s'adresse pour la première fois aux Allemands à la radio. Il est habillé dans un costume bleu foncé, avec une cravate noire et blanc, et semble presque enserré dans ses habits. Sous l'effet du trac, il sue à grosses gouttes et on peut dire que ce soir-là, son discours peut paraître terne et monotone, alors que pendant des années, il savait électriser les salles, au point que certains le décrivaient comme une espèce de vedette de l'art oratoire en politique. Voici sa déclaration. Appel au peuple allemand. Plus de 14 ans se sont écoulés depuis le jour malheureux où le peuple allemand, aveuglé par les promesses des ennemis à demeure et à l'étranger, a perdu tout contact avec l'honneur et la liberté, et ainsi a tout perdu. Dès le départ, on l'aura compris, l'obsession de Hitler consiste à détruire le marxisme et tous les partis de gauche qui pourraient faire opposition à son mouvement. À la fin de sa déclaration, pourtant, Hitler essaie de redevenir rassurant. Il se présente comme l'homme de paix, celui qui n'a qu'amour pour son pays et qui essaie de défendre une armée allemande qui a été détruite par les traités et dont il faudra un jour restaurer la gloire. Le chancelier est un homme pressé. Dans les heures qui ont suivi sa prestation de serment, il a donc obtenu la dissolution du Parlement et obtenu de nouvelles élections qui devraient, il l'espère, lui assurer une majorité absolue. Cette rapidité d'exécution, évidemment, va inquiéter une bonne partie de la population qui se sent éventuellement ciblée par le discours de Hitler. Écoutez comment l'un d'entre eux racontait à la veille de la guerre ce qu'il avait ressenti à l'époque. J'ai 33 ans. Je suis sociologue. Je suis issu d'une famille de la bourgeoisie intellectuelle juive. J'ai été proche des mouvements ouvriers et spartakistes. Déjà ivres de leur victoire à venir aux prochaines élections, les nazis progressaient avec arrogance. Le nombre de leurs partisans aveugles augmentait chaque jour. La tension dans Berlin était si lourde que l'on s'attendait à l'explosion finale. On s'attendait à l'explosion finale. D'autres au contraire n'ont pas du tout ce sentiment. Joachim von Ribbentrop, rappelez-vous, ce diplomate qui avait participé et mis en place la possibilité de négocier l'alliance entre le Zentrum et le Parti national-socialiste, Joachim von Ribbentrop, lui, le 1er février, s'est acheté une nouvelle montre. Et il dit à ses amis que s'il a fait cette acquisition, c'est parce qu'il lui fallait une nouvelle montre pour commencer à compter le temps dans une nouvelle ère. Très rapidement, l'atmosphère a changé à Berlin. En moins d'une semaine, Hitler prend des décisions qui sont ciblées
vers un certain nombre de ceux qu'il considère comme ses adversaires idéologiques. Les éditeurs et les journalistes ayant combattu l'idéologie nazie sont dénoncés comme étant d'une race étrangère, la race juive. Ils doivent être immédiatement châtiés. 2 groupes de presse sont visés qui vont être aussitôt écartés, éloignés, voire détruits. Le premier s'appelle le groupe Ullstein et le second, le groupe Mosse. À partir de ce moment-là, les 5 fils du groupe Ullstein, qui dirigent une entreprise qui ne compte pas moins de 18 quotidiens, sont pris de court. Ils n'avaient pas du tout prévu la victoire d'Hitler. Le peuple allemand, pensait-il, est bien trop intelligent pour se laisser prendre par un personnage aussi insignifiant. Mais en fait, les débuts de l'arianisation vont les priver de leur entreprise et ils devront la céder à des proches du Parti national-socialiste. Il en ira de même quelque temps plus tard pour le groupe Mosse, qui avait pourtant les fleurons de la presse d'information berlinoise. La réduction de la presse des adversaires permet ainsi à Hitler de masquer les incidents qui se multiplient à Berlin et partout en Allemagne. Les SA célèbrent la victoire à leur manière. Certains vont faire des attaques dans les quartiers ouvriers, d'autres vont se livrer à des descentes dans les cafés berlinois où avaient l'habitude de se retrouver ceux qu'on appelle les intellectuels, que Goebbels ne cesse de dénoncer à longueur de discours. Goebbels d'ailleurs, c'est un détail en passant, il se rêvait ministre. Il est certes enthousiasmé par l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, qui lui a promis un poste, mais il est tout de même un peu déçu. Quand sera-t-il enfin le premier ministre de la propagande du Reich? Sans doute devra-t-il attendre les nouvelles élections. Sans doute aussi devra-t-il attendre un nouveau remaniement ministériel. En attendant, il se fait le chantre de la contre-révolution nationale-socialiste. Il faut lutter contre la révolution bolchevique, ce spectre qui menace l'Allemagne. Le 30 janvier 1933, le 31, le 1er février, ont commencé à s'installer les ferments de ce régime autoritaire. Mais la révolution bolchevique n'est pas venue. Il faudra attendre l'incendie du Reichstag pour que véritablement Hitler puisse bénéficier de nouveaux pouvoirs et mettre en place la dictature qui sera progressivement radicalisée et débouchera sur ce régime totalitaire qui, à la fin des années 30, commence allègrement à massacrer sa propre population. Hitler, pourtant, voyait grand. Dès le 30 janvier, il avait conçu la tactique qui devait lui permettre, à terme, d'éliminer ses adversaires. Élimination électorale, qui aura lieu à partir du 5 mars 1933, quand sa coalition deviendra très largement majoritaire et que le Parti national-socialiste atteindra 43,9%, presque 44% des suffrages en Allemagne. Élimination physique ensuite, puisqu'Hitler, dès les années 20, pensait qu'il faudrait une liquidation de ses adversaires politiques pour garantir une unité de gouvernement à l'Empire qu'il voulait rebâtir. Élimination systématique enfin, contre ceux qui sont, d'emblée, dès l'origine du mouvement, considérés comme les ennemis de race des Allemands, les Juifs, les Slaves, et plus tard viendront les Tziganes. C'est ainsi que le 30 janvier 1933 est un moment de bascule. Mais on l'aura compris, toute l'histoire de l'Allemagne n'est pas résumée dans cette date et toute l'histoire du nazisme n'est pas non plus comprise dans cette date. À s'en tenir précisément au 30 janvier, au 31 janvier et au 1er février, les Allemands pouvaient avoir l'impression qu'ils étaient rentrés dans un moment où on allait garantir une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Ils pouvaient en quelque sorte se rassurer en se disant que leurs institutions étaient solides, que jamais, au grand jamais, une république comme la leur ne pourrait basculer du jour au lendemain, sans qu'ils s'en aperçoivent, en une dictature. C'est pourtant ce qui va se passer en moins d'un mois. La dérive autoritaire n'était pas imprévisible. Hitler lui-même l'avait annoncé. Dans ses discours, tout au long des années 20 et encore au début des années 30, il ne cessait de dire qu'il fallait un pouvoir autoritaire, qu'il fallait un chef qui décide et qui nettoie le pays. Aujourd'hui encore,
on peine à croire les discours les plus radicaux quand ils sont prononcés. On fait comme si la radicalisation du propos n'était là que pour épater la galerie, que pour convaincre en quelque sorte des électeurs de ce qui serait une voie extrême. Et comme si, une fois arrivé au pouvoir, le réalisme des situations allait s'imposer aux dirigeants et les changer comme par un coup de baguette magique. Ce n'est pas le pouvoir qui a changé Adolf Hitler, mais c'est Hitler qui a changé la nature même du pouvoir en créant un régime totalitaire. Et cette leçon reste peut-être la plus importante de ce 30 janvier 1933. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présenté par Fabrice Dalméda. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.